Chers collègues, chers amis, commençons cette table ronde sur les décisions osseuses par ce cas clinique. Il s'agissait d'une fille de 38 ans qui consulte en octobre 2014 pour une douleur du genou gauche qui ne répond pas au traitement médical, qui évolue 6 mois auparavant sans aucune exploration radiologique. La radio, lorsqu'elle a été faite, retrouve cette lésion lytique métaphysio-épiphysaire de l'extrémité supérieure du tibia, soufflant la corticale postérieure et dans la corticale postérieure. Cette lésion, elle est multiloculaire, elle est cloisonnée. Le scanner fait à ce moment-là trouve sur ces coupes coronales qu'il s'agissait d'une lésion donc, qui était bien limitée et qui prend le contraste et qui iodé et qui dénote de ceinture tissulaire. Sur les coupes axiales, on voit que cette lésion érode la corticale. Sur les coupes sagittales, on voit très bien que cette lésion souffle et érode la corticale postérieure. On voit cette atteinte des parties molles. L'IRM montre qu'il s'agissait d'une lésion hypodense T1, hyper T2. Après injection de Gado, elle se rehausse sous Gado. Donc, voici cette lésion donc, des coupes axiales en T1 qui montre que cette lésion entraîne une lésion de la corticale donc, postérieure. Après injection de Gado, on voit cette lésion donc, qui se rehausse après injection de Gado. Voici les coupes multiplanaires après injection de Gado, le rehaussement de la lésion et cette lise de la corticale. Une biopsie chirurgicale a été réalisée. On a reçu donc plusieurs fragments tumoraux d'aspect beige brunâtre par endroit hémorragique. Sur le plan histologique, il s'agit d'une tumeur constituée de 3 composantes essentielles. Une composante de cellules mononucléées ou cellules stromales, la flèche rose. Une composante de cellules géantes multinucléées de type ostéoclastique, devant la flèche bleue. Ces cellules géantes sont régulièrement réparties dans la tumeur. Une troisième composante de cellules monohistiocytaires devant la flèche verte. Dans la composante à cellules fusiformes, l'index mitotique était faible et donc il s'agissait d'une tumeur à cellules géantes conventionnelle, histologiquement bénigne. Donc, on passe donc, devant cet aspect, donc on a décidé de réaliser une intervention chirurgicale qui consistait avant tout à réaliser un curetage de la tumeur. C'était un curetage agressif fait par une fraise mécanique. On voit la lésion donc après curetage et sous contrôle scopique. Le comblement a été réalisé par du ciment et on a armé la lésion donc cimentée par 2 vissages, un vissage en proximal, un vissage en distal. En effet, le grand standard de traitement de TGG est le curetage plus ciment, puisqu'il entraîne uniquement 3 à 17% de récidive. Par contre, le curetage plus greffe, on peut avoir 45% de récidive. Voici le produit du curetage. Voici la radio post-opératoire. L'évolution était tout à fait bonne, donc une année après, il n'y a pas de problème. La radio de thorax pour le geste d'implant pulmonaire ne montre pas d'implant. Cependant, 2 années plus tard, en avril 2016, la patiente découvre une petite tuméfaction des partiments de la face interne du genou. Donc, on la voit là, cette tuméfaction, et où l'échographie montre qu'il s'agit d'une lésion donc, qui est hypodense et qui est bien vascularisée en périphérie. On a réalisé l'exérèse monobloc de la lésion et la lésion a été par la suite adressée à l'impact c'est le chiffre qu'il a coupé. Voilà, sur plusieurs tranches, il s'agit d'une tumeur bien limitée par une coque donc, que vous voyez là, fibreuse blanchâtre. La tumeur paraît droite avec quelques fentes vasculaires en bleu. Elle est bien limitée, elle n'agresse pas les tissus donc avoisinants. Son exérèse est marginale. Élément important, cette tumeur ne présente pas de nécrose. Elle mesure au maximum 3 cm de diamètre.
Sur le plan histologique, on retrouve toutes les caractéristiques d'une tumeur à cellules géantes conventionnelle avec les trois composantes. La composante de cellules stromales, flèche rose, la composante de cellules géantes multinucléées, flèche bleue, la composante de cellules monohistiocytaires, avec en particulier ces cellules donc, qui sont claires, les cellules xanthomateuses, la flèche verte. Vous voyez que les cellules géantes sont régulièrement réparties dans la tumeur, la flèche bleue, avec donc quelques cellules géantes, il y a plus de 50 noyaux, parfois ça peut arriver jusqu'à 100 noyaux. Et comme caractéristique particulière dans cette tumeur, c'est la présence d'une ossification métaplasique devant les flèches jaunes, qui reste bien sûr des modifications dégénératives ou métaplasiques au niveau des cellules géantes bénignes. Donc, le diagnostic final, c'est une récidive sous-cutanée d'une TCG conventionnelle sans signe histologique de malignité. En post-opératoire, donc l'évolution était tout à fait favorable, aucun problème. Cependant, 2 années plus tard, donc il y a une réapparition des douleurs avec un problème au niveau de la marche, des dérobements, et la patiente découvre une masse au niveau du gros poplité qui a entraîné un œdème. Et le Doppler veineux, on ne trouve pas qu'il s'agissait, qu'il ne trouve pas de thrombose veineuse. Voici la radio faite à ce moment-là. Donc, on trouve cette récidive sous forme de cette atteinte, volumeuse atteinte des compartiments. Ils lisent donc la corticale, cette ossification périphérique de la lésion qui souffle la corticale postérieure et interne. Le scanner qui montre cette lésion donc tissulaire avec une paroi osseuse fine mais qui est irrégulière, donc il y a une rupture de la corticale. Énorme donc invasion des bâtiments postérieurs de la jambe. Là, après injection de contraste, cette lésion se rehausse bien en contraste. On voit donc c'est avant et après injection de contraste. Et sur ces différentes coupes donc multiplanaires, des coupes sagittales, on voit cette énorme invasion des bâtiments postérieurs et ces coupes donc coronales. La reconstruction vasculaire ne montre pas d'envahissement vasculaire de la lésion, aucun envahissement. Et après discussion avec les oncologues, on s'est dit que c'est une lésion qui était volumineuse, énorme atteinte des bâtiments, donc c'était démis de la mettre sur denosumab, J1, J18, J15 pour le premier cycle, et puis une injection de 120 mg tous les 28 jours pour les cycles suivants pendant 6 mois. L'évolution sous traitement était tout à fait favorable, la marche est devenue quasi normale et la tuméfaction a nettement régressé. Voici la radio faite au mois de février. On montre cette ossification des bâtiments postérieurs et internes. Sur le scanner, on note que cette ossification qui est périphérique, comme une coquille d'œuf, contourne la lésion. Et on voit après injection que cette lésion se rehausse, bien entendu, la nature tissulaire. Les reconstructions multiplanaires, on voit que cette lésion devient bien calcifiée. Si on compare le scanner de septembre 2018 sur le février 2019, on voit que cette lésion a nettement régressé de volume et s'est ossifiée en périphérie, elle devient mieux limitée. Après donc ce résultat, on s'était mis d'accord avec les discussions avec les différents intervenants, oncologues, radiologues, anapathes, de réaliser l'exérèse monobloc de cette lésion récidivante en emportant l'extrémité supérieure de tibia et l'extrémité supérieure de péroné. Voici la pièce d'exérèse, la dissection chirurgicale, c'est l'extrémité supérieure de tibia, la tête du péroné qui était enlevée, l'exérèse monobloc de la presse. Et cette exérèse a été facilitée par la calcification de la pièce. Ça, c'est l'axe vasculaire. On va battre l'axe vasculaire pour plier. La reconstruction a été réalisée par une prothèse. Ça, c'est la prothèse d'essai. Ça, c'est la prothèse définitive. Et l'appareil extenseur a été réinséré sur ce lambeau du jumeau interne. Voici la pièce d'exérèse.
la section de la pièce d'exérèse, on voit le ciment chirurgical et cette lésion donc résidente donc multiloculaire, surtout dans la partie postérieure du gros poplité. Là, donc, vous voyez devant la flèche jaune cette coque d'ostéosclérose qui délimite la tumeur. Vous voyez juste à son contact du côté proximal la tumeur qui est encore active, qui présente une petite zone de destruction de cette bande d'ostéosclérose. Vous voyez aussi que cette coque d'ostéofibrose a permis donc de faire l'exérèse en totalité de la tumeur, et à ce niveau, vous avez donc une exérèse qui est marginale juste au ras de la coque ostéofibreuse. Suivant. Ce plan histologique donc retrouve toutes les caractéristiques d'une TCG, mais avec en périphérie cette ostéosclérose. Vous voyez donc une ossification métaplasique devant la flèche jaune. Avec, dans cette zone d'ossification, vous avez des cellules et des noyaux qui sont atypiques. Bien sûr, ici, en tenant compte de l'aspect histologique de la TCG et du contexte denosumab, c'est une évolution donc classique post-denosumab. Mais parfois, cette ossification peut être excessive, et avec les cellules atypiques, pour quelqu'un qui n'est pas bien averti, il peut confondre cette lésion avec un ossarcome riche en cellules géantes. Vous avez donc devant la flèche violet une petite extension dans les parties molles à travers donc cette bande d'ostéosclérose de la TCG. Et puis vous avez aussi un embole vasculaire, flèche orangée. Et dans cet embole, vous voyez de nouveau des modifications post-denosumab avec quelques foyers d'ossification métaplasique. Bien sûr, devant cette embole vasculaire, il faut assurer à ce patient par la suite une surveillance rigoureuse à la recherche d'implants pulmonaires. Donc, voici sa radio post-opératoire. En post-opératoire à J2, la patiente a présenté une dyspnée et pour laquelle cet angioscanner donc thoracique a montré qu'il s'agit qu'elle avait fait une embolie pulmonaire heureusement régressive. On voit sur ces coupes, donc, sur cette fenêtre donc, des parties molles, on voit qu'il n'avait pas fait d'implant pulmonaire. Heureusement, tout allait bien par la suite, bonne évolution locale. Voici sa radio par la suite. Et la reprise de la marche qui est tout à fait correcte. En conclusion, cette observation illustre bien qu'une TCG avec une rupture de la corticale est agressive et pourrait être pourvoyeuse de récidive malgré un curettage initial agressif. Lors de la récidive, le denosumab a permis d'obtenir une coque osseuse facilitant l'exérèse monobloc de la tumeur. La présence d'invasion vasculaire de embole veineux, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Sechidjidi, nous incite à surveiller de près la patiente afin de détecter des éventuels implants pulmonaires. Enfin, l'utilisation dans l'avenir du marqueur P62, sujet de la prochaine conférence de mon ami Sechidjidi, permettrait de déterminer les patients à risque de récidive et de leur proposer plutôt une chirurgie radicale. Merci pour votre attention.